Salut Silvano, Salut mon ami, salut encore Jay. une fois de plus dans ton jardin. Les feuilles commencent à tomber, je vois. Ouais, mais tu as vu, la température est encore bonne. On C'est est en vrai. septembre. C'est... On va peut-être avoir un petit été indien, non? Ben, j'espère. Alors, quelle est ta lecture alors, d'aujourd'hui? alors, ma lecture que je vais vous présenter ce soir. Alors là, je suis vraiment très enthousiaste parce que je vais vous parler d'un auteur, si ce n'est l'un de mes auteurs préférés, qui est tout simplement Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig, donc c'est un écrivain autrichien, donc qui est né à Vienne, d'accord. En quelle année à peu près? Enfin, époque 1800, alors c'est le 19e siècle, il est né on va dire à la fin du 19e siècle, en 1881, D'accord. d'accord. Donc voilà, alors Stefan Zweig, alors pour parler un petit peu de cet écrivain, il est pas qu'écrivain, donc ça a été un écrivain, il a été dramaturge, évidemment, ça a été un journaliste, et puis c'est surtout, alors ça je tiens vraiment à le dire, c'est l'un, si ce n'est l'un des meilleurs biographes. Parce que pour en avoir lu quand même pas mal de Zweig, c'est vraiment. Et d'ailleurs, il s'est fait aussi cette réputation en tant qu'écrivain sur ses biographies. J'ai eu l'occasion d'en lire quelques-unes, notamment une biographie magnifique sur Balzac, sur Marie Stuart, et puis j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc pour un petit peu décrire l'écrivain, Stefan Zweig. D'accord, donc a priori, né 1881, on imagine qu'il commence à écrire au tournant du siècle, C'est ça. à peu près l'année de parution de l'introduction à la psychanalyse, je crois, c'est à peu près ça. On y C'est est, ça à bah peu c'est près, ça, hein, c'est ça mon Dieu. Carrément, tu y es. Donc effectivement, il est né à la fin du 19e siècle, donc il commence à écrire, on va dire, au début du siècle, donc au 20e siècle. Alors ce qui se passe, je le dis d'emblée, après on y reviendra vers la fin, mais ce qui se passe, c'est qu'il va écrire donc tout au long de sa vie. Et j'ai pas mal d'ouvrages de cet auteur, et je peux te dire il a vraiment écrit des trucs magnifiques, surtout sur les rapports humains, sur la confusion des sentiments, sur des introspections comme ça. Donc ça, c'est vraiment une lecture que j'apprécie. Et puis, alors je le dis d'emblée, donc alors c'est un peu moins drôle, donc il va y avoir la montée du nazisme, hein, donc effectivement au milieu du XXe siècle, et puis il va tellement mal vivre la, la tournure que prend le monde avec la montée du nazisme, qu'il va s'exiler avec sa femme donc en Amérique du Sud, et ne supportant pas du tout donc le monde dans lequel il vit, avec tous les ravages et tout ce qu'il peut y avoir de néfaste. Donc il va décider de se suicider avec sa femme, et il va faire un testament, il va écrire un testament, et il se suicide avec sa femme en 1942. Donc voilà. D'accord. Donc pour expliquer un petit peu aux auditeurs. Triste Voilà. fin dans une triste Triste fin, époque. mais bon, on peut en conclure quoi. Un écrivain fidèle finalement, qui avait ses idéaux, fidèle à lui-même. Bon, extrême, c'est vrai qu'on en parle, c'est un acte extrême, mais bon. Il n'empêche que l'œuvre est là et elle est magnifique. C'est ce qui Alors, compte. l'œuvre, tu vas parler ça y est, je perds mes mots. Alors le titre, Le le titre, joueur d'échecs. Le joueur d'échecs. Voilà. Alors le joueur d'échecs, donc c'est vrai qu'on ça en dit long. Alors, donc on va aller d'emblée dans l'histoire, tout de suite pour donner envie aux lecteurs. Donc voilà, l'histoire commence ainsi, ça se déroule sur un paquebot. En fait, s'opposent deux champions d'échecs que tout sépare. Le premier, le champion antique d'une origine modeste, mais qui est tacticien redoutable. Le deuxième est tout simplement un aristocrate qui n'a pu pratiquer que mentalement, isolé dans une geôle privée pendant la répression nazie. Voilà commence l'histoire. Alors, le joueur d'échecs, il faut vraiment, on est complètement inspiré. Moi, c'est un livre, quand j'ai commencé à le lire, il m'a aspiré. Donc, alors, on peut parler de ce jeu que la plupart des auditeurs doivent connaître. Petite question, est-ce qu'il faut aimer les échecs, je ne veux pas dire ça, savoir jouer aux échecs peut-être, pour lire le livre ou non? Alors, c'est technique, c'est... c'est une bonne question. Alors j'ai envie de te dire un truc, confession pour confession, je ne suis pas joueur d'échecs, honnêtement. Je connais un petit peu, je sais que c'est un jeu tactique, d'anticipation et tout. On peut, oui, mais pas forcément, parce que en fait, toute la trame de l'histoire, c'est pas anodin que le titre
soit basé sur ce jeu, le jour d'échecs, l'échiquier. Parce que je pense que tout au long du livre, il va y avoir. Alors moi c'est effectivement, il faut que les auditeurs se rendent compte que ça c'est le ressenti que j'en tire et c'est mon propre avis. Donc il y a tout le temps, ça nous ramène au jeu. Donc il y a toute une trame. Donc effectivement c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est assez tragique et tout. Donc c'est quand même deux cerveaux qui s'affrontent. Il y a quand même. Alors alors moi je vais aller un peu plus loin. Donc cette nouvelle elle est quand même écrite sur le principe, tu sais, Jay, du récit en abîme. Donc durant le récit du narrateur viennent s'intercaler divers récits. C'est pour ça qu'il faut vraiment le lire d'une importance qui est vraiment pas des moindres, car ça permet d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut vraiment le lire, cet ouvrage. Là, je vais essayer de donner envie au lecteur de le découvrir. D'accord. Mais c'est pour ça que le jeu est essentiel. D'accord. Est-ce qu'on a une mise en abîme? Est-ce qu'on n'a pas une construction des structures, tout comme on a des sous-parties dans la partie d'échecs, à savoir des coups, on a des séries de coups, enfin je joue très peu aux échecs, mais des séries de coups qui se produisent et qui sont en vue d'un ensemble plus vaste qui est à son tour constitué d'autres séries de coups, etc. Alors, on va pas. Bon, c'est un petit peu une autre mise en abîme. C'est pas mal que tu m'emmènes sur ce terrain. On va pas rentrer dans la technique pure du jeu parce que c'est vrai que. C'est pas le propos de l'auteur. Mais c'est intéressant quand même que tu soulèves ce truc-là parce que oui, c'est pas anodin. En fait, il y a plein de symboles, c'est bourré de symbolisme. Il y a évidemment Stefan Zweig. En plus, je pense qu'il y a vraiment. Alors pour le coup, je pense qu'il y a un lien aussi avec sa propre vie. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Mais donc, effectivement, donc il y a la guerre, la tactique redoutable, parce que effectivement, c'est deux êtres qui s'affrontent. Et je pense que vraiment en ayant une compréhension, alors moi, ce qu'il y a, c'est que je connais bien l'auteur. Mais les gens se rendent compte que finalement, l'auteur, c'est le dernier livre, le dernier ouvrage qu'il a écrit. Il faut bien se rendre compte. C'est à la fin avant de se suicider. Et c'est surtout pendant cette page douloureuse de l'histoire, donc avec effectivement la montée du nazisme. Et ce jeu, tout est référence au jeu finalement. La tactique redoutable de la guerre, l'anticipation avec tous les ravages que ça peut faire. Et en face, donc c'est quand même une dualité entre le bien et le mal, parce que finalement les deux êtres sont complètement différents. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lire l'ouvrage, parce qu'effectivement on découvre les deux personnages qui sont, je dirais, les personnages principaux de l'histoire. D'accord, peut-être que tu vas nous parler un peu de leur, j'allais dire de leur caractère, enfin de leur... Alors, ouais, tout à fait, Jay. Alors par exemple, tu vois, le moment où le champion d'échecs, donc ce fameux champion d'échecs arrogant, borné, stupide, inculte, rencontre l'étrange Monsieur B, donc qui est vraiment ce personnage, on va dire plutôt autodidacte, qui est un aristocrate, le texte bascule par un effet de symétrie. Alors la narration se transforme en un face-à-face magnifique. Moi, c'est la conclusion que j'en tire, c'est un esprit brillant, rapide, à l'intelligence abstraite. Je te parle du deuxième personnage qui a été enfermé. Parce qu'il faut comprendre que le premier joueur d'échecs, donc le champion du monde en titre, est plutôt le tacticien redoutable finalement, qui est plutôt... je pourrais faire qui sort, on pourrait comparer ça à ces gens arrogants qui sortent des grandes écoles, tu vois, un peu académique et tout. À défaut d'avoir un caractère, une méthode, c'est assez quelqu'un qui... Tu as tout compris, Jay. Quelqu'un qui serait un petit peu, peut-être même, dis-moi si je me trompe, on peut, vu comment tu le présentes, on peut l'imaginer comme quelqu'un qui a une sorte de mise en ordre maniaque un peu. C'est ça, tu n'es pas loin, tu t'en rapproches. Moi, après c'est pareil, tout ça c'est complètement subjectif, mais j'ai envie de te dire que ouais, moi aussi je l'ai ressenti comme ça. Le premier qui est complètement, c'est méthodique, il y a une froideur dans la façon de procéder et tout. Et le deuxième, il y a aussi de la souffrance. Parce que le deuxième, effectivement, c'est un esprit, comme je viens de te le dire à l'instant, brillant, rapide. C'est une intelligence abstraite. Parce que finalement, je dirais, il a réussi à transcender son être. Il a réussi à maîtriser cet art. Parce que le jeu d'échecs, c'est quand même quelque chose de vachement complexe. On est quand même dans un jeu super complexe. Mais ça en est ressorti... je veux dire, sa méthode en est ressortie d'une souffrance, de l'enfermement. Donc tout ça, ce n'est pas rien. L'enfermement, et ça renvoie à l'auteur. Il faut quand même comprendre que Stefan Zweig, quelque part, s'est isolé, a émigré en Amérique du Sud. Et je pense que Stefan Zweig, inconsciemment, a voulu un petit peu parler un petit peu de lui, finalement. Moi, je le ressens comme ça. D'accord. Et tu parlais de symétrie tout à l'heure.
Et le premier d'ailleurs, tu me parles, c'est le tacticien, pour moi je le vois plutôt comme un cerveau au pragmatisme brutal et sans aucune projection. Contrairement à celui qui effectivement a subi de la souffrance et de l'enfermement, tu vois. D'accord. Finalement, le jeu d'échecs, jeu très allégorique ou tout au moins très symbolique, Oui. qui symbolise parfois même la vie. euh, Oui, c'est pas faux. Finalement, on peut y évoluer avec deux caractères différents qui sont ceux de la méthode, de la stratégie froide, du calcul froid. Et celui peut-être, si j'ai bien compris, celui du vécu, celui du ressenti, celui qui vient de l'intuition, qui vient de plus que de la méthode. Le caractère versus la Ouais, méthode. c'est vrai. Est-ce Et que puis c'est en ça? plus, je rebondis sur ce que tu dis parce que Jay, t'as pas tort. J'ai envie de dire que la société, finalement, c'est un grand échiquier. C'est un grand échiquier et on s'en rend pas forcément compte, mais quelque part, on est des pièces. On est des pièces qui se déplacent. Et effectivement, il faut y avoir de l'anticipation. On s'aperçoit que dans la vie, l'anticipation peut parfois nous donner des opportunités qui peuvent nous permettre de gagner. Donc, j'ai envie de dire qu'on est dans de la tactique. Oui, on peut faire un parallèle avec la vie. Effectivement, la vie, c'est un grand échiquier. C'est pas bête ouais, tu viens de m'interpeller, mon Jay. Je te laisse poursuivre. Alors, pour continuer, donc c'est une mise en scène pour moi sur la résurrection de la folie qui oscille entre l'ouverture et l'enfermement. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus parce que